Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre votre magazine littéraire, c'est écrit. Pour ce numéro, nous sommes installés dans la salle de lecture de l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Nous allons parler d'une affaire d'ange avec Sophia Kagambega. Bonsoir, Madame Kagambega. Bonsoir, monsieur. Vous êtes scientifique, si on peut le dire ainsi, mais pour vous, la littérature, c'est comme une passion. Ouais. Mais d'abord, Sophia Kagambega, elle est d'ethnie Peul et vous êtes Madame Drabo. Ouais. Expliquez-nous. J'ai l'habitude de dire que je suis la parente à plaisanterie nationale. Parce que quand je me présente Drabo, les mots aussi commencent à plaisanter avec moi. Quand je dis Kagambega, ce sont les Samo qui commencent à plaisanter. Et quand je prends mon nom d'origine qui est Bari, là, c'est les bobos qui tombent sur moi. Donc, partout où je pars, je suis une parente à plaisanterie de presque tout le monde. Et Sophia Kagambega, c'est un nom d'emprunt? Et Kagambega, c'est le nom d'emprunt de notre famille. Notre nom d'origine, c'est Bari. Mais vous savez qu'il fut eu un moment à Ouaga où un peu l'a voulu prendre le pouvoir. Voilà. Dites les choses par leur nom. Et c'est là que nos ennuis ont commencé. Et en ce moment, il fallait qu'on s'arrange pour prendre des noms de famille, d'emprunt à gauche, à droite pour pouvoir exister. Sinon, notre famille, c'est toujours la famille royale Peul. Nous sommes à Pasmanga. Une affaire d'ange, c'est un recueil de 2 nouvelles. D'abord, la première nouvelle éponyme qui donne son titre au recueil, Une affaire d'ange, c'est d'abord des questions d'imprévisibles, mais c'est aussi des histoires de mariage forcé. Expliquez-nous. Mariage forcé parce que ça a commencé avec nos mamans. Nos mamans étaient des promises du Mogo Nabo de l'époque. Et comme nos parents étaient au service du Mogo, de temps en temps, ils les récompensaient en leur donnant certaines de ces promises comme épouses. Donc ça déjà, c'était le début d'un mariage coutumier un peu forcé à l'époque, mais qui finissait par rentrer dans le cadre normal du mariage. Et en second lieu, le personnage principal, Angela, va subir le même sort vers la fin du roman. Voilà. Et j'ai développé ça en profondeur dans la deuxième partie du recueil. Oui. D'abord, c'est une histoire d'une famille paisible. Voilà. Et ensuite, la maman décède. Ouais. Elle laisse des enfants à bas âge. Ouais. Le premier avait, à l'époque, autour de 6-7 ans. 6-7 ans, maximum. Ouais. Et ensuite, voici les problèmes qui commencent. Oui. Parce que la famille n'était pas riche, mais il y avait à manger comme il se doit et il y avait l'entente. Et brusquement, la maman est partie et elle a laissé un bébé de 3 mois. Et le papa qui était accroché, disons le deuxième enfant de sa femme préférée, Angela, cherchait quelqu'un pour s'appuyer là-dessus. Et là, il a commencé à gâter la petite, à céder à toutes ses caprices. Et finalement, il s'est rendu compte que la petite a autant besoin de lui que lui de la petite. Et il a essayé aussi de porter son affection sur la dernière que la maman a laissée à 3 mois. Et cette dernière n'a pas supporté le départ prématuré de sa maman. Et cette dernière est décédée aussi. Donc, ça a été un choc encore pour le papa qui a commencé à souffrir de problèmes cardiaques et tout ça. Et puis, il a suivi sa préférée, laisser les enfants à 100%. Et ce sort qu'on réserve à ces anges, est-ce que c'est divin? Pour ne pas dire, est-ce que c'était écrit? En fait, le papa avait préparé la petite Angela et la maman aussi à sa façon. Parce que quand la maman était déjà hospitalisée, elle a dit à la petite, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir.
j'ai trop peur pour toi. Je sais que ton grand frère ne va pas souffrir parce qu'il a un caractère que tu ignores. Ton petit frère ne va pas souffrir parce qu'il est un bibère, c'est-à-dire un téméraire. Ta petite sœur, là, elle n'a pas parlé de la petite sœur. Elle a dit seulement les 3 enfants. Et toi, Angela, j'ai peur parce que ce qui t'attend, je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Mais garde le côté que tu as par nature, le sens de l'humour. Parce que Angela a l'habitude, depuis toute petite, de faire rire la famille avec des blagues, ainsi de suite. Des anecdotes. Voilà. Donc la maman avait déjà préparé la petite. Mais le fait de ne pas parler de la dernière, c'est resté comme un poids pour la petite, pour qu'elle parle des 3 et elle ne fait pas cas, voilà, non, de la Benjamin qui avait 3 mois. Et c'est quand la Benjamin est décédée qu'elle a compris que sa maman savait qu'après elle, le bébé n'allait pas survivre. Voilà. Et on a comme l'impression que Angela a un problème d'identité. Tantôt, il y a la mère qui n'est pas là. Il y a aussi le père qui n'est pas là. Et finalement, dans le récit, on ressent cette quête d'identité chez Angela, d'autant plus que dans la narration de l'histoire, c'est beaucoup plus étayé par vos expressions simples, les phrases courtes, alertes, et qui donnent souvent du rythme à ce que vous nous racontez. Est-ce que Angela, c'est Sophia? En partie. Comme l'a résumé le père archevêque émérite, il a dit, il y en a qui écrivent pour se soigner. Et pour vous, ça a été une sorte de catharsis. Voilà. De pouvoir mettre sur des pages des souvenirs, peut-être des tranches de vie, des moments d'existence. Oui. Et en même temps, faire comprendre aux enfants qui se retrouvent dans cette situation que ça ne s'arrête pas là. Il y a toujours des bouts de corps que le destin nous tend pour que nous saisissions et que nous puissions avancer. Et en même temps, vous insistez sur la question de l'imprévisible. Pour vous, l'imprévisible est imprévisible. Il faut le prendre de son bon côté, s'il vient du bon côté. Il faut le prendre du mauvais côté, s'il vient du mauvais côté. Comme un peu les épicuriens qui se contentent de jouir de la vie telle qu'elle survient. Bon, pas à 100% dans ce sens. Je m'explique. Angela a compris que quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Donc, tu peux laisser celle qui s'est fermée et tenter de pénétrer dans celle qui vient de s'ouvrir pour voir qu'est-ce qui t'attend là-bas. Voilà. Et donc, ici, vous faites remarquer que nous sommes appelés à aimer autant que nous sommes, mais également, nous sommes appelés à croiser des gens, à rencontrer d'autres personnes, à vivre d'autres émotions, d'autres sentiments, sans se poser des conditions préalables, parce que pour vous, l'amour n'est pas négocié. Pas négocié. À partir du moment où on te dit « si tu ne », dès qu'il y a le « si » dans le domaine des sentiments, ce n'est plus des sentiments sincères. Angela, votre personnage, qui accepte les gens tels qu'ils sont, qui également accepte les gens tels qu'ils s'offrent à elle. Si ils sont d'un caractère donné, elle les accepte comme tels. Est-ce que pour vous, ça doit être le postulat de la vie aujourd'hui, pour ne pas avoir des problèmes avec les uns et les autres? Non, ce n'est pas dans ce sens complètement. Parce que quelqu'un a dit quelque part que ce que nous appelons défaut chez notre prochain, c'est une qualité que nous n'avons pas su exploiter. Donc, je ne suis pas de ceux qui condamnent systématiquement. Quand j'arrive dans un milieu, vous savez, quand vous arrivez dans un milieu, il y a toujours des gens qui vont vous faire le débriefing, le point des caractères de chacun dans la des autres. Voilà, des autres dans la famille. Vous écoutez, mais vous observez. Donc, c'est à partir de votre observation que vous faites une idée réelle de chacun, mais pas en vous basant sur ce que les autres ont dit. Donc, pour moi, chacun a une richesse
enfouis que nous pouvons ou devons essayer de creuser pour déterrer. Et je reviens sur Affaire d'ange, le titre, pour dire que en fait, le papa aussi a préparé Angela pour son futur départ. Il a préparé à cela. Puisque la petite a dit, ah, quand nous revenions de notre tournée de bonnes fêtes de Noël, des enfants nous ont provoqué, le cousin qui est très fort les a frappés. Le papa a dit non. Pendant la fête de Noël, les enfants ne doivent pas faire la bagarre. Et Angela a dit pourquoi? Il a dit non, parce que c'est la fête des enfants. Et pendant cette fête, il y a les anges qui descendent et qui sont à côté d'eux. Angela a dit, ah bon? Des vrais anges? Il a dit oui. Elle dit, mais que nous avons combien d'anges chacun? Il a dit, ah, maximum 2, minimum 1. La petite qui est très curieuse dit, mais que quand ces anges s'absentent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? En fait, c'est le sauve qui peut. Voilà, c'est ce que le papa a voulu lui dire. Mais comme l'enfant insistait, il a dit non, que depuis quand tu as vu des anges s'absenter, pourquoi tu poses cette question? Et la petite voulait insister, le papa ne voulait pas répondre. Alors la petite a dit, bon, c'est pas grave, quand je serai grande, je serai une religieuse, puisqu'elle a vu les religieuses à l'église et autres, je serai une religieuse et je vais creuser pour comprendre comment on se débrouille quand les anges s'absentent. Et c'est là le papa s'est fâché pour la première fois. Il s'est fâché contre Angela en disant non, crache. Elle dit pourquoi crache? Parce que si un ange passe et dit amen, tu seras une religieuse après. Et moi, je ne veux pas que tu sois une religieuse. Donc crache. L'enfant a craché. Il a dit crache une deuxième fois. C'est ça qui donne aussi le titre de... Et finalement, elle finit par tomber dans ce phénomène sociétal, si on peut le nommer ainsi, le mariage précoce, voire même très précoce, si on peut le dire ainsi. Et pour vous, c'est pas une bonne chose, marier précocement. Marier précocement, chez Angela, c'était encore plus dur parce qu'elle venait de perdre son papa, avec qui elle avait des liens très forts, très solides. Et si vous voyez dans le roman, vous allez voir qu'au décès de sa maman, elle a tout fait pour... C'était tellement fort que ses larmes ne coulaient pas. Exact. Voilà. Pour le papa, elle a pu pleurer parce qu'on lui a permis d'accompagner le papa à sa dernière demeure. Là, elle a pu verser des larmes quand même. Mais le lien est tellement fort qu'elle ne comprend pas qu'aussitôt, après le décès du papa, on trouve un moyen pour la donner en mariage et puis l'envoyer dans un village très lointain. Et pour vous, ce clin d'œil à ce phénomène qui négativise les droits de la jeune fille, pour ne pas dire les droits de la femme, pour vous, ce phénomène est à bannir? C'est à bannir dans toutes les ethnies. Pour leurs conséquences, mais également pour les effets induits qu'ils entraînent sur la vie des couples. D'abord, ça limite la scolarisation. Ensuite, les maternités précoces créent des problèmes de santé pour les femmes. Et donc, en faisant un clin d'œil dans votre recueil sur ce phénomène, c'est une façon pour vous certainement de sensibiliser, mais aussi d'appeler à l'abandon de ces pratiques rétrogrades. Et pour ça, je me suis battue pour passer un test. Heureusement, j'ai été admise après, pour rentrer dans une ONG qui s'occupait de la défense des droits des enfants. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait que je passe ce test et que je puisse rentrer dans cette ONG, voir ce qui s'y passe. La réalité du terrain, voilà. Oui. Et on m'a envoyé dans le sud-ouest, j'ai touché du doigt ces réalités. Et j'ai compris qu'il y a vraiment des structures qui sont là pour défendre les intérêts des enfants.
La deuxième nouvelle, elle est intitulée Les hacheurs d'eau. C'est une expression que vous avez empruntée lors des séances de contes du Larlé Naba Abga, le grand-père du Larlé Naba actuel. Et très rapidement, les personnages qui vous ont aidé à construire ce récit, c'est d'abord Boussangilga, c'est aussi Pivot. Quand ils racontent leurs histoires, quand ils racontent les contes au cours de ces séances de racontage, on se rend compte qu'ils exagèrent à certains points dans le but de faire rire, dans le but d'amuser. Et on leur dit, ben, vous hachez trop l'eau. L'expression veut dire Nyam Keda. Voilà. Il faut revenir à la juste mesure. Et c'est ce terme que j'ai pris parce que la première fois où j'ai dit en public que quelqu'un hache l'eau, toute l'assistance a éclaté de rire et tout ça. J'ai compris que ce titre peut marcher. Donc je l'ai exploité. Et là, vous faites un détour dans le temps et vous vous remémorez de votre enfance à Ouagadougou, quelque part, au Burkina Faso. Et vous vous dites, mais si aujourd'hui on reconduisait certainement cette époque, peut-être qu'on se sentirait mieux. Et nos enfants se sentiraient mieux. Vous êtes nostalgique. Les contes, ce n'est jamais des bavardages. Même quand on met le bouquilienne ou bien le lièvre, et ainsi de suite, en fait, ça représente les réalités dans nos sociétés. Donc, il y a toujours une leçon à tirer d'un conte. Et nous avons eu la chance, à l'époque, nos parents n'étaient pas stressés comme nous. Donc, le soir, ils pouvaient s'asseoir et puis nous raconter des contes. Quand le papa est disponible, il le fait. Quand c'est les mamans aussi, elles viennent à tour de rôle. Et je me suis rendu compte d'une chose tout récemment. Le papa nous disait dans certains contes que nous sommes tous faits de la même poussière. C'est-à-dire les étoiles, les arbres, les oiseaux, tout ce qui est création sur Terre, voilà, dans l'univers, c'est la même poussière. J'ai réfléchi pendant longtemps là-dessus, comme j'aime la science. Et quand j'ai fouillé dans certaines revues scientifiques, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Parce que aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent que l'ADN qui constitue notre organisme, on retrouve cet ADN partout dans l'univers, même dans les étoiles. Donc, les parents n'avaient pas fait l'école, mais ils avaient cette science qui leur permettait de connaître certainement ce que nous avons mis du temps et des éprouvettes pour découvrir. Pour prouver. Et pour vous, c'est important, c'est savoir locaux, de savoir peut-être un certain nombre de choses que scientifiquement c'est prouvé aujourd'hui. Voilà. On pensait que ceux qui n'avaient pas fait l'école n'avaient pas la connaissance ni la sagesse, alors que ce n'est pas vrai. Ils en avaient à revendre. Et j'ai une sœur aînée, paix à son âme, elle est décédée, qui me disait que bon, vous êtes en train de lutter pour le biberon, pour les enfants. Vous pensez vraiment qu'on peut prendre le lait d'une vache, venir nourrir le petit de l'humain, et puis ça va aller loin. Un jour, vous allez revenir à l'allaitement. C'est ce qu'elle disait tout le temps aux femmes qui donnaient le biberon. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes témoins. Qu'on fait la promotion de l'allaitement maternel. Et dans cette nouvelle, Les hacheurs d'eau, vous avez créé des personnages et vous avez inventé un jeu qui permet de nourrir et de revitaliser l'imagination du lecteur. Est-ce que vous pouvez partager avec les lecteurs et les téléspectateurs qui nous regardent? Quel est ce jeu? Ce jeu, ça consiste à poser une calebasse ou un plat au milieu et chacun prend une louche. On constitue un jury de 2 personnes qui ont des louches et il y a de l'eau à côté de chacun. Et à chaque fois que tu racontes une anecdote, autant d'eau que tu haches,
un membre du jury ou les deux ont la permission d'enlever l'eau avec les louches pour mettre dans le récipient central. Et à la fin, maintenant, on regarde qui a haché suffisamment d'eau. Qui a été le menteur? Le menteur. Ou bien celui qui a l'imagination fertile. Voilà. Parce que sans imagination fertile, on ne peut pas écrire un roman. Il faut de l'imagination. Et avant, on cultivait ça à l'école ou bien dans les contes, mais ça tend à se diluer, quoi. Oui, à s'effacer pour ne pas dire se perdre. Il y a également le fait que dans cette nouvelle, Les hacheurs d'eau, on a comme l'impression que vous avez une envie terrible de faire rire le lecteur. Pour vous, le rire, ça représente quoi? Oh, le rire, c'est beaucoup de choses. On dit le sourire est gratis, mais ça fait énormément de bien. Et le rire, ça détend. Et j'ai lu quelque part dans une revue scientifique que une minute de rire, c'est 45 minutes de relaxation. Donc, au lieu d'aller payer cher dans des salles, disons, de relaxation et autres, prends les hacheurs d'eau ou bien tu pars au théâtre aussi et puis tu ris et puis tu te sens bien après. D'accord. Sophia Kagambega, on va revenir un peu au style d'écriture pour ces deux nouvelles, pour ne pas dire la première nouvelle, une affaire d'ange. On a comme l'impression que votre temps de récit est long. Est-ce que c'est si à ma fait? Certains professeurs d'université qui ont lu les premiers jets avant qu'on aille en imprimerie, et le père archevêque aussi qui a lu, ils m'ont félicité pour ça parce Lorsque vous parlez du père archevêque, il s'agit de Monseigneur Anselme. Voilà, ils les méritent. Ils disent, c'est un don. Le fait de pouvoir entrer dans les détails des choses, décortiquer, ouvrir, que c'est un don naturel, donc je dois l'exploiter. Et vous avez aussi un soin particulier pour vos dialogues. Quand on prend les dialogues d'Angela avec les autres personnages du récit, notamment son père, il y a comme une exigence pour vous de restituer une certaine vérité, une certaine candeur des choses. C'est ce souci, et en même temps, je vais vous dire quelque chose. Quand j'écrivais, j'avais le secret espoir de me rappeler ce qui s'est passé le jour du décès de la maman d'Angela. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est comme si quelqu'un avait effacé ça de sa mémoire, gommé tout. Et au moment où j'écrivais, j'avais le secret espoir que ça ressurgisse. Et donc pour vous, cette lutte contre l'amnésie, cette lutte contre l'oubli, c'est en même temps un hommage au personnage d'Angela. C'est ça, vous avez tout compris. Bien, à la page 67, vous dites aujourd'hui, c'est Corvée-Bois, toutes les jeunes filles, toutes les adolescentes étaient prêtes, comme prévu à 6 h du matin, munies chacune d'une machette, d'un turban usé, devant servir de support pour porter le fagot de bois sur la tête, et d'une paire de sandales pour celles qui en possédaient ou pouvaient emprunter. Ensuite, plus loin, vous dites, elles étaient au nombre de 8, les groupes se constituaient par affinité dans ce village pour les différentes corvées. Et donc, cet effort de construction entre les phrases longues et les phrases courtes, mais aussi cet effort de hiérarchisation, signifie quoi exactement pour votre écriture? Pour moi, ça veut dire que je ne veux pas que quelque chose soit linéaire. Il faut savoir... Vous avez peur de la linéarité? Je ne l'aime pas du tout. Mais la simplicité se trouve dans la linéarité. Quelqu'un m'a dit un jour qu'à l'école primaire, on nous a
je n'ose pas prononcer le mot. Parce qu'on nous a toujours fait croire que la ligne droite, c'est le plus court chemin, sans préciser que ce n'est pas le meilleur chemin. Donc, c'est ça que... Ça vous fait, en fait, ça vous donne ces raisons de vous méfier de la linéarité en dehors d'une affaire d'ange. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? Oui, j'ai des projets d'écriture parce que j'ai déjà la deuxième partie. Si vous voyez, à la fin, je mets à suivre. La deuxième partie qui est déjà prête. Et mon autre grand projet, c'est d'écrire un roman ou un livre sur les envies insolites des femmes en grossesse. Ça m'a toujours intriguée. Quand certaines femmes vous racontent les envies qu'elles ont eues pendant leur grossesse, vous restez bouche bée. Donc je veux creuser pour comprendre pourquoi ces envies. Est-ce que le bébé ou l'embryon qui est dedans phagocyte le cerveau de la maman? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe de mystérieux. Et je voudrais écrire là-dessus, et avec l'aide peut-être de certains gynécologues qui ont eu à côtoyer les femmes, qui ont eu à recueillir leurs envies, qu'on peut taxer même de bizarres. Une affaire d'ange, votre recueil de nouvelles, où on peut le trouver à Bobo-Dioulasso et ailleurs au Burkina? À Bobo-Dioulasso, on peut le trouver à l'UCAO-UIB, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et à Ouaga, j'ai négocié avec quelqu'un qui se promet de mettre ça sur le marché. Et quelqu'un d'autre à Fada qui tient une librairie qui a pris une certaine quantité aussi pour exposer à son niveau. Et je profite de votre micro pour demander aux dignes descendants du Larlé Naba Abga de nous tendre la main pour qu'on crée ne serait-ce qu'une association au nom du Larlé Naba Abga et puis remettre au goût du jour toutes ces valeurs et toutes ces richesses qu'il a transmises à notre génération. Sophia Karambega, merci d'être venue parler de votre livre, Une affaire d'ange. Vous êtes angélique. Merci d'être venue et on vous recevra avec beaucoup de plaisir les prochaines fois pour parler de votre travail d'écriture. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, je voudrais vous recommander ce livre, Nyendi Bonzi, Souvenir de la révolution, des moments de la révolution sankariste, vu par un adolescent. C'est un récit publié aux éditions L'Harmattan International. C'est le souvenir d'un adolescent du CM2 entre 1982 et 1987. Il se rappelle des temps du CNR, mais également du CMRPN et du CSP. C'est un excellent ouvrage qu'on peut retrouver à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Baba Ama qui nous gratifie de Les Amants de l'Hervou, un roman. Mais il revient également avec Kala Adi, La Patte du Charougnard, toujours un de ses premiers romans. Et on termine par Boubacar Bouda, qui nous gratifie du Code minier communautaire de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, aspect positif et prospectif. C'est un excellent ouvrage qui nous éclaire sur les questions minières, surtout que nous sommes dans un contexte de relecture du Code minier au Burkina Faso. Voilà, c'est tout pour cette émission d'aujourd'hui. Je le dis encore, merci d'être venu. Merci à vous aussi. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions dans la salle de lecture de l'Institut français de Bobo-Dioulasso pour cette émission. Merci d'avoir suivi cet écrit d'aujourd'hui. À une prochaine pour d'autres numéros. Au revoir.